Au commencement, il n'y a même pas de paysage. Seulement les eaux de la mer et les eaux des fleuves en permanent conflit. Dans ce vaste triangle, limité par la Bretagne au nord et la Gironde au sud, la mer d'un côté pousse ses vases et face à elle, les rivières refoulent leurs alluvions. De leur affrontement sont nés des marais insalubres, les marais de l'Ouest. Au Xe siècle, comme ces territoires malsains habités par des individus sauvages ne présentent aucune valeur, les rois et les seigneurs les concèdent aux bénédictins. Les moines construisent leurs abbayes sur les rochers qui dominent de quelques mètres le marais et font travailler leurs paroissiens à son assèchement, pour l'assainir, le mettre en culture, rendre possible l'élevage et en tirer un profit. Surviennent alors la guerre de Cent Ans, puis les guerres de religion. Il faut attendre Henri IV qui appelle les Hollandais, grands spécialistes des polders, pour reprendre le creusement des canaux et les drainages à ciel ouvert. Deux paysages très différents apparaissent. Le marais mouillé, loin de la mer, difficile à assécher, inondé une grande partie de l'année avec sa multitude de fossés et ses parcelles minuscules, vrai labyrinthe de verdure, et plus près de la mer, de vastes étendues dégagées, le marais desséché, sillonné de chenaux. Tous ces paysages sont artificiels. C'est le paysan qui, avec la complicité de la nature, leur a donné naissance. Petite région, mais à l'image de l'ensemble du monde rural. Autant d'hommes, autant d'agriculture, autant de contradictions. On adore ce paysage, on est vécu là-dedans, et le plus fort, c'est quand je vais en montagne, je m'y plais pas, j'étouffe. J'étouffe, parce qu'il faut que mes yeux ne rencontrent rien. Si je devais décrire ce marais à quelqu'un qui ne le connaît pas, je dirais que c'est un petit peu l'Amazonie, mais en mieux. Les premiers travaux ont été faits sous Henri IV, donc c'est là qu'on a commencé l'assainissement, par un parcellaire avec des fossés un peu dans tous les sens, qui amenait l'eau directement à la Charente, par un système de canaux. Et à l'époque, cette région était une région d'élevage. Et c'est vrai que le paysage était sensationnel, puisque on pouvait y pratiquer la pêche, la chasse, et l'élevage était prédominant. Mais si on nourrissait une demi-vache à l'hectare en 1945, si vous voulez, aujourd'hui, en 1992, on nourrit toujours une demi-vache à l'hectare. Donc ça n'a pas évolué. La productivité n'a pas évolué. Alors, on peut être amoureux du paysage, on peut aimer la pêche, la chasse, la nature, mais on ne peut pas en vivre. C'est très difficile, bien sûr, lorsque l'on y a vécu, on y reste souvent très attaché. Et même si, quelquefois, certaines personnes sont obligées de se déraciner, de l'abandonner, c'est toujours un peu avec rancœur. Moi, ma mère était du Marais, mon grand-père du Marais, mon père de la Plaine. Il y a toujours rivalité. Le maraîchin se cachait toujours derrière son arbre pour épier, alors que le gars de la Plaine se montre. Et c'est vrai que le maraîchin, on ne le voit jamais. Quand un pêcheur aux engins, par exemple, maraîchin, vous ne le verrez jamais pêcher. Il va aller les pêcher, il ira pêcher la nuit, il ne faut pas qu'on le voie, il ne faut pas qu'on découvre ses coins de pêche. Et quand on lui demande s'il pêche, il vous dira non, je pêche pas. Oh, j'ai bien quelques petites bourgnes là. Hein. Et puis quand on lui demande combien il a de bourgnes, par exemple, il va vous dire bon, je sais pas, mais enfin le principal c'est de les relever une par une. Alors, ils sont tous comme ça. Le maraîchin, oui, mais par contre, il se rend pas compte qu'en réagissant comme ça, il est en train de. Il se détruit tout seul, quoi. Et il détruit son environnement. Voilà ce qui s'est produit là suite à un rebondement, même pas un rebondement, on n'appelle plus ça maintenant rebondement, c'est restructuration foncière, c'est-à-dire ils regroupent les parcelles. Hein. Le résultat, je dirais même qu'il est beaucoup plus catastrophique parce qu'un remembrement, on préservait encore quelques zones petites boisées, quoi, tandis qu'ici non. Vous voyez le paysage qu'on nous a fondu là, et suite à cette restructuration foncière, on nous fait du drainage par derrière. Alors là c'est catastrophique parce que pour faire du drainage, il ne faut pas du tout d'arbres. Hein. Pas de fossé, évidemment, et là, c'est réellement un paysage, disons, presque lunaire, hein, parce qu'on va voir cette physionomie des territoires pendant 6 mois de l'année. Hein. Il n'y a qu'au mois de mai, les gens vont commencer à ressemer du maïs, du tournesol, et bon, il va y avoir un changement de couleur, quand même, si on veut.
Mais c'est un paysage qui est banal parce qu'on le trouve partout en France. Et quand les touristes viennent dans notre région, quand même, ben, ils sont un petit peu sidérés de voir ce qui s'y passe. Parce qu'on dit le marais Poitevin, c'est une chose unique en France, hein, et même pratiquement en Europe. Et ils retrouvent les mêmes phénomènes qu'en Beauce, en Marne ou dans ces grandes régions céréalières. Alors ce n'était pas ce qui était prévu sur les cartes postales qu'on leur a envoyées au moment de venir. Carte postale et agriculture respectueuse de l'environnement, c'est la thèse de l'éleveur un peu laissée pour compte jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que cette petite région est en fragile équilibre, elle vit en première ligne les signes de la crise qui menace tout le pays. L'autre discours, c'est celui de l'agriculteur intensif. Beaucoup d'hectares, une autre économie, d'autres arguments. Ce qui a été fait dans ces marais, je pense que ça a été quand même bien fait. Ça a permis de conserver une certaine agriculture, ça a permis de garder des agriculteurs dans ces secteurs qu'aujourd'hui, il n'y aurait pratiquement personne. Et il y a ici, dans mon petit secteur, une vingtaine de jeunes agriculteurs qui sont là et qui n'auraient pas resté s'il n'avait pas été fait tout ce qui a été fait. À l'autre bout du marais, dans la Venise verte, on sait encore préserver la nature, mais on ne sait plus conserver les agriculteurs. Voilà, c'est le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit entretenu. Vous savez, on se retrouve ici 2 agriculteurs à la Garette. Quand je suis arrivée à la Garette, il y avait déjà beaucoup plus de fermes. Alors tous ces terrains étaient déjà beaucoup plus entretenus parce que bon, les agriculteurs, ils mettaient leurs vaches dans les marais. Pour le visiteur, charme et beauté des animaux libres dans le paysage. Ici, l'herbe pousse à foison. Les fossés et les canaux qui entourent les petites parcelles servent à la fois de clôture naturelle et d'abreuvoir. C'est idyllique. Mais pour l'agriculteur, 2 fois plus de travail et du temps perdu. Tout doit se faire en bateau, même le déplacement du troupeau. Ça ne correspond plus à une économie moderne. Ils s'en vont presque tous. Alors, qui entretiendra le paysage ? Les personnes qui ont connu le marais il y a 20 ans, elles le trouvent triste. Tandis que pour le novice, les gens n'y font pas attention. Les friches ne gênent pas particulièrement le tourisme. Les gens qui arrivent, qui ont l'habitude des grandes villes avec le bruit, l'énervement, disons, ne font pas attention au paysage, à l'abandon du marais, étant donné que c'est la nature. Ils retrouvent le calme, l'air pur, la tranquillité qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait que, même si le paysage n'est pas tout à fait aussi joli, ils l'apprécient quand même autant. C'est possible que ça devienne un musée, à l'heure actuelle. Pour le moment, mais pour combien de temps encore, c'est lui et quelques agriculteurs de jour en jour plus rares qui cultivent ce musée. Il est mélancolique, car il sait bien que ses enfants ne prendront pas sa succession. Il soigne son troupeau parce qu'il aime l'élevage, il conserve ses parcelles parce qu'il est attaché à son marais, il entretient ses barques pour les touristes. Cet univers est encore tout chargé d'histoire, mais plus loin, du côté du marais desséché, il y a des espaces où la nostalgie n'est plus de mise. Ici, la terre est travaillée pour produire. On y recherche les mêmes performances que dans les grandes régions céréalières. C'est avant tout pour ces raisons qu'un jeune agriculteur a envie de s'installer. Celui-là a fait de solides études et cultive ses 140 hectares en vrai professionnel. Il a d'autres mots pour parler du paysage. Moi, le paysage, il me coûte de l'argent, puisqu'il faut que je paye des impôts fonciers, j'ai des charges. Donc, par rapport à quelqu'un qui vient s'y promener, il y a une différence assez fondamentale, c'est qu'il y a un problème économique. Bien sûr, je ne suis pas propriétaire du paysage, mais la terre que je cultive, j'ai des charges et des impôts, donc il faut bien que j'y fasse face.
Quand j'ai repris l'exploitation, tout était réuni pour faire que ça se passe bien, c'est-à-dire côté financier, des taux bonifiés, des subventions du département au niveau régional. La seule option qui m'était ouverte, c'était le drainage, avec des techniques au point mises par l'INRA, et puis des exploitants voisins qui fonctionnaient déjà comme ça. Tout était réuni pour aller dans ce sens-là. Une entreprise, c'est fait pour, enfin à mon avis, c'est fait pour produire et puis avoir des performances, enfin je suppose, ou alors à ce moment-là, il n'y a plus d'attrait, disons, d'émulation, quoi, oui. Peut-être qu'on a été trop loin, mais bon, on ne peut pas non plus faire machine arrière d'un seul coup. Est-ce qu'il y a une certaine catégorie d'agriculteurs qui doit payer les pots cassés par rapport à l'environnement et au paysage? Non. Moi, je pense que sans agriculteurs, les paysages, on ne conservera pas les paysages. Je pense que l'agriculteur a toujours essayé de préserver le plus possible les paysages. Hein, quand il faut certaines fois replanter ou recréer des canaux, recréer certaines choses, on n'a jamais été contre que tout ça. Si les gens de l'environnement ont trouvé ces certains endroits, ces zones humides, comme ils disent, comme ils l'ont trouvé, c'est parce qu'on a su les préserver. Il faudrait quand même arrêter, je pense, de dire qu'on n'est que des massacreurs de l'espace. Je crois que c'est tout à fait le contraire. Pourtant, le paysage en prend un sacré coup quand le drainage arrive. Mais les agriculteurs disent qu'ils n'ont pas d'autre choix pour s'en sortir économiquement. Ils nous ont donné l'autorisation de filmer les travaux, mais ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Drainage profond annonce remembrement, arrachage des haies, nivellement, creusement de puits, pompage artificiel des eaux pour les remonter et les verser dans les canaux. Tout un bouleversement écologique qui commence à irriter certains. Oui, l'autre jour, on a été faire une manifestation pour arrêter symboliquement une draineuse qui était en fonctionnement, quoi. Cette draineuse fonctionnait sur la commune où est situé le siège du parc naturel régional, qui, lui, a pour vocation de protéger le milieu du marais Poitevin, quoi. Et effectivement, ils disent, on entend dire les présidents, les élus, qu'il faut protéger le marais, mais en réalité, ils ne font pas grand-chose, hein. Ils laissent faire. Alors là, on était en train de manifester, justement, cette draineuse, on s'est assis devant, on a discuté avec les techniciens qui étaient là en train de poser les drains, quoi. Bon, il n'y avait pas trop de problème. Mais quand les agriculteurs sont venus, c'est-à-dire les propriétaires des terrains, alors là, ça a eu, pas échauffouré, mais enfin, il y a eu du pincement un peu assez fort, quoi. Alors, ils n'étaient pas contents, on arrête la draineuse, vous nous empêchez de travailler, on est chez nous. Ben, dit, oui, on vous empêche de travailler momentanément. Mais c'est symbolique, tout ça. Alors, les gars, là, réellement, ils étaient chauds. Ils ont voulu nous virer, mais bon, on n'a pas bougé parce qu'on était quand même nombreux, on était pas mal d'associations. Il y avait des associations de protection de l'environnement, il y avait d'autres éleveurs, il y avait des gens du cru aussi qui étaient là parce qu'ils sont mécontents de tout ce qui se produit, quoi. Et au cours de discussion, ces gens-là nous disent comme ça, mais nous, on ne peut pas faire autre chose que de drainer. Parce qu'on est pris dans un circuit, on est obligé de produire pour rembourser nos emprunts, nos frais, tout cela. Et il faut qu'on continue encore davantage ce système-là, quoi. Et après, à la fin, on discutait toujours. Et à un certain moment, il y en a un d'entre eux qui a dit, écoutez, c'est pas compliqué, si vous voulez qu'on fasse ce que vous voulez, donnez-nous 5 000 francs par mois et on vous écoutera, on fera ce que vous voudrez. Alors il y a quand même quelque chose là qui peine un peu d'entendre les gens. Ils se révoltent pour produire et puis au dernier moment, après, ils sont prêts à abdiquer parce que même en voulant produire, mais ils ne se dégagent pas de revenus, quoi. La terre cultivée gagne sur les prairies des éleveurs. Des rivalités se font jour. Pas seulement entre agriculteurs et écolos, mais également entre agriculteurs eux-mêmes. Bon, actuellement, ici, nous nous trouvons sur la levée du Bois-Dieu, quoi. Ici, c'est la maison de mon grand-père qui a vécu pas mal d'années, hein. Elle se trouve juste sur la limite, hein. C'est-à-dire, cette levée, quoi, cette digue, elle protège le marais desséché du marais mouillé, hein. C'est une digue qui a été créée il y a longtemps, quoi, par nos ancêtres, hein. Et dans le marais desséché, ici, il se fait de la culture, hein. Depuis quelques années, là, la culture est lancée. Il y a eu restructuration, il y a drainage par la suite, et des terres qui sont réellement productives pour faire ces choses-là. Alors nous autres, en tant qu'éleveurs, on est confrontés à un sacré problème, hein, parce que l'élevage ici, vous voyez, c'est facile à comparer.
les terres qui sont mises en culture, ici, il y a des aides massives qui sont mises pour ces choses-là. Jusqu'ici, on ne savait pas comment elles étaient, mais nous, on le savait parce qu'on appelait ça des restitutions, c'est-à-dire des aides qui sont indirectes, mais pour exporter les produits. Tandis que pour l'élevage, il n'y a rien. Hein. C'est l'élevage qui extensif un petit peu, et juste ici, on touche rien. Alors on avait demandé la mise en place d'une OGAF, justement, pour protéger ces prairies, ce qui a été fait, quoi. Elle n'est pas encore tout à fait en application, mais ça va venir. Hein. Et dans le cadre de la politique agricole commune qui se met en place actuellement, elles sont encore oubliées, ces prairies-là. Hein. Quand on sait que pour faire du tour de sol dans le marais, hein, on va donner 4 000 francs de l'hectare. Si demain on disait, pour protéger ces zones-là, là, qui sont sensibles, fragiles, hein, on vous donne 3 000 francs pour faire de la prairie, qu'est-ce que vous ferez? Moi, je vous garantis, hein, et ça c'est certain, qu'il y a des céréaliers qui vont changer leur fusil d'épaule. Ils vont se mettre à refaire de l'élevage extensif, hein, parce que la prairie, quand même, elle fait pas beaucoup de frais, il n'y a pas besoin d'un gros matériel. Et puis il y a une chose aussi, on peut voir le paysage que laisse la culture, la céréale derrière, et le paysage que laisse l'élevage, parce que quand même, c'est pas du tout pareil. Hein. Bon, actuellement, les feuilles sont tombées un petit peu, mais c'est vert, il y a des arbres, et le tourisme, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture qui a le droit de vivre. Il y a toute la population locale, il y a le tourisme, il y a les habitants qui sont un petit peu traumatisés. On voit dans notre village, là, le maire s'est mis de travers, justement, parce que tout le monde arrache, là, les agriculteurs arrachent en pagaille, sans organisation ni rien, pour essayer de mettre un arrêté de biotope, parce que la population ancienne, puis même les jeunes sont traumatisés, parce qu'ils voient leur marais s'en aller. Hein. Il va être complètement transformé, puis dans quelques années, qu'est-ce qu'on fera voir à nos enfants, nos petits-enfants, hein. Ils regarderont les catalogues de famille comme ça, ils verront que c'était joli. Et puis, s'il n'y a plus rien de reste, c'est tout fichu. Qu'est-ce qu'on pourra leur dire? Vous voyez ici, en vert, les prairies naturelles humides, inondables, il y a 15 ans, quand je suis arrivé. Et ici, ce qu'il en reste en jaune, ce sont les cultures. Ça a été dur. Quand on voit le résultat, pour un chargé de l'environnement au bout de 15 ans, on peut considérer que c'est même un échec cuisant. Mais il faut considérer que le travail il doit se faire d'abord dans les esprits. Le Marais poitevin est un équilibre très délicat entre des milieux très différents et complémentaires. Depuis le bassin versant jusqu'au marais mouillé, marais desséché, les vasières littorales, etc. Le lien entre tous ces milieux, bien entendu, étant l'eau. Cet équilibre extrêmement fragile. Fragile, plus que fragile. L'eau a toujours été l'enjeu de rivalité entre les agriculteurs du marais desséché, ceux du marais mouillé et les ostréiculteurs du littoral. Depuis des siècles, bon gré mal gré, on a réussi à s'entendre pour la gérer collectivement. Mais aujourd'hui, voilà qu'une utilisation individuelle est en train de s'implanter insidieusement. L'origine physique, géographique des problèmes, c'est que le marais est pratiquement plat. Les rivières sont sinueuses et s'écoulent très lentement vers la mer, et la mer en plus est tellement haute à marée haute qu'elle remplirait les fleuves et inonderait les terres s'il n'y avait pas d'écluses pour l'en empêcher. On a créé ces digues justement pour empêcher l'eau de se répandre sur les marais desséchés. Ici, sur la Sèvre, il y a une digue qui prend ici, là, et les autres digues viennent s'y greffer ici. Alors qu'est-ce qui se produit? Il y a beaucoup d'eau qui se déverse sur les bassins versants, se répandent dans le marais mouillé, mais qui se trouve étranglée à la sortie, là. Alors cette eau, ben, qu'est-ce qui se produit? L'eau monte quand il y a beaucoup d'apports, l'eau monte, et inonde le marais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'estuaire, ici au Brau, on peut évacuer l'eau que 12 heures par jour, parce que quand la mer est haute, il n'y a pas d'évacuation. On peut évacuer l'eau qu'à marée basse. Alors bon, ben, il y a de l'eau dans le marais mouillé. Hein. Le marais desséché, lui, est pratiquement aujourd'hui mis en culture. Alors pour faire de la culture, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils drainent, ils enlèvent l'eau, mais quand arrive l'été, ils n'ont plus d'eau quand même. Ils voudraient quand même une certaine humidité. Qu'est-ce qu'ils font? Alors ils prennent l'eau par les bondes, c'est-à-dire c'est des passages busés sous les digues. Ils prennent l'eau du marais mouillé et la déversent dans le marais desséché pour maintenir un certain niveau, quoi, pour avoir une certaine humidité, pour faire pousser leurs plantes, quoi. Alors effectivement, là, il y a encore conflit. Hein. Alors ceux qui veulent faire de la culture, eux, ne veulent pas d'eau. Ils en veulent à certains moments, mais pas toujours, quoi. Quand ils en veulent, c'est qu'il n'y en a plus dans le marais mouillé déjà, si, parce que bon, ben, pour la mise en culture de certaines zones, il a fallu la baisser aussi. Alors ça se frictionne entre gens. C'est pas marrant tout cela, quoi.
Bon, mais les gens viennent, ils cassent les ouvrages, ils veulent les manœuvrer à leur guise, sans s'occuper des autres. C'est pas compliqué, ils coupent le cadenas. Mais quand même pas longtemps. Ouais, ils coupent le cadenas et puis manœuvrent ça, c'est facile à faire. Hein. C'est tout marqué sur le tableau de l'appareil, hein. Montée, descente, et puis allez. C'était Henri IV quoi, qui avait créé, enfin, émis un édit royal quoi, au sujet des assécheurs à ce moment-là, parce que quand ils ont créé le marais desséché, quoi, il y avait des confrontations à cette époque-là aussi. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe, ça a toujours existé, et je pense que ça existera toujours. Hein. Alors ils étaient autorisés pour continuer à assécher à leur guise, quoi, avoir un port d'armes quoi, pour se faire respecter. Mais si ça continue, ça risque de revenir. Hein. Il faudrait une politique cohérente de tout l'ensemble du système, y compris les bassins versants, parce que l'été, il y a 400 forages qui pompent comme ils veulent, nuit et jour, sans arrêt. Hein? Alors ils pompent, ils continuent à pomper, ce qui fait que le niveau de la nappe descend plus bas que le niveau du marais, et c'est à ce moment-là le marais qui va se déverser dans cette nappe, quoi. Ce qui fait, si l'effet inverse, normalement l'eau devrait aller à la mer, mais non, c'est plutôt l'eau de la mer qui vient de ces jours et remontera dans la nappe. L'eau, nous actuellement, on défend une thèse, c'est que cette eau ne nous appartient pas, elle ne devrait pas nous appartenir, alors que c'est un bien public. Nouveau conflit à cause de l'eau. Mais là, c'est avec les chasseurs, et les paysans de la région n'ont pas voulu parler en direct. De crainte de représailles. Des gens venus d'ailleurs achètent 1 ou 2 hectares, et à la fin de l'été, quand les éleveurs ont le plus grand besoin de l'eau pour leur bétail et leurs prairies, les chasseurs pompent dans les fossés, inondent leurs parcelles. Il faut plus de 20 000 mètres cubes d'eau pour recouvrir 1 hectare, puis se cachent dans leur hutte, disposent quelques canards en plastique et des canards vivants attachés pour attirer les migrateurs sauvages, et boum, dès qu'un vol se pose. Des prairies inondées artificiellement comme celle-là, il y en a 1200 en marais charentais. Ça fait pas mal d'eau gaspillée. Sans parler des alentours des huttes de chasse qui, dans le paysage, font parfois penser à autre chose qu'à des espaces de loisirs. Que les gens du coin continuent à chasser avec des pratiques qu'on appelle ici de la chasse à la passée, la chasse à la botte, il n'y a aucun problème. Et par contre, il y a certaines formes de chasse qu'on ne souhaite pas sur ces territoires. D'abord, il faut savoir que cette chasse-là, la chasse dont vous parlez, est interdite par le code rural. Donc il faut se poser la question pourquoi elle est tolérée, entre guillemets, dans certaines régions de France. Et ensuite, qui a pouvoir ou qui a la volonté d'éventuellement de la contrôler ou de la limiter. Alors, je dirais, la question, elle est assez simple. Hein. Il y a les préfets, il y a les élus, puis il y a quand même quelque part les chasseurs eux-mêmes. S'il faut bien voir que cette forme de chasse, je dirais que c'est quand même, d'une certaine façon, c'est des chasseurs qui s'octroient un privilège par rapport à d'autres chasseurs. Parce que de plus en plus, on s'aperçoit que c'est quand même le moyen pour des gens extérieurs à ces territoires, très souvent, qui viennent des grandes villes, hein, très souvent, de prendre possession, concrètement, de ce territoire et de l'exclure totalement des activités locales. Et je crois que là, il y a un vrai problème, une vraie réflexion. Il faut savoir qu'en Marais breton, à 100 km d'ici, 40% du foncier appartient déjà entièrement aux mains des chasseurs. Hein, donc au-delà du paysage, des usages, hein, parce qu'il y a quand même d'autres usages, il y avait la pêche ici. Hein. Tous ces fossés ici autrefois étaient très riches en poissons. Bon, il se trouve qu'ils sont devenus très pauvres. Ils sont très pauvres, il y a des raisons. Hein, c'est parce que la gestion de l'eau, au-delà donc du paysage encore une fois, la gestion de l'eau dans tous ces marais n'a pas pris en compte le fait que pour continuer à fonctionner, les fossés avaient besoin de déborder sur les prairies et que quelquefois il faut quand même que les écluses à la mer soient ouvertes pour permettre aux alevins de remonter. Hein. Comment mieux gérer l'ensemble de ce système pour que la pêche par exemple redevienne une activité ou une ressource, pourquoi pas, qu'elle a été dans le passé. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul pêcheur professionnel dans cette partie du marais poitevin. Un pêcheur d'anguilles qui fait son métier au grand jour. Les spécialistes prévoient que dans moins de 5 ans, il pourrait y en avoir d'autres comme lui, sans pour autant détruire les équilibres biologiques et faire concurrence aux vrais pêcheurs amateurs. Mais il semble que cela dérange les sociétés de pêche qui ne cessent de lui intenter des procès. Encore une situation conflictuelle. À savoir si les juges vont me condamner, parce que bon, en ce moment-là, moi j'estime être en règle, je paie mes impôts, je suis déclaré, je suis pour moi tout à fait à la loi. Alors si je viens à perdre le procès, ça veut dire qu'en fait on reconnaît plus les amateurs, entre guillemets, vendeurs d'anguilles sous le manteau, que les professionnels. On peut les appeler des braconniers. En fait, bon, il y a des vrais amateurs quand même. Tous les restaurants du coin vous fourniront de l'anguille. Cette anguille, d'où elle vient cette anguille? Puisqu'en fait, il y a 30 tonnes d'anguilles qui sont écoulées entre le mois de juin
et fin août. Alors qui les vend ces anguilles? C'est pas le professionnel, il a du mal à travailler, ce pauvre pêcheur professionnel. Bon. Une mauvaise journée. Enfin, en général, sur 3 engins, il y en a toujours 2, 1 ou 2 qui sont vides. Il y a un siècle, tout le monde, c'était une activité principale, la pêche. Les gens faisaient un petit peu d'élevage et beaucoup de pêche. Il y a des maisons dans le Marais, bon, j'en connais une en particulier, où en haut de la pierre, il y a marqué « Pêche et gardon, on bâtit cette maison ». Bon, je veux dire qu'à cette époque-là, l'activité de pêche était importante. Il y a possibilité de pêcher l'anguille sans pour autant faire de destruction. Ça peut être viable, bon, sans s'enrichir bien sûr, mais avec le procédé de fumage, il faut savoir qu'un kilo d'anguille fumée se vend 250 francs. Donc on n'a pas besoin de faire des pêches extraordinaires pour pouvoir rendre l'activité viable. Je ne suis pas un chalutier canadien, en fait. Quand j'ai commencé la pêche, en fait, je n'ai pas commencé la pêche par hasard. Je suis parti des fervents défenseurs du Marais Poitevin, parce que bon, il faut dire que cette zone, quand même, elle est... Ah, bah là, on n'a pas perdu notre temps. Ce Marais Poitevin, c'est quand même un site extraordinaire. Le paysage est magnifique. Moi, le matin, quand je pars à la pêche, les 4 heures, 4-5 heures, je passe le matin dans le marais comme ça, c'est formidable. C'est pas du travail, quoi. C'est un véritable plaisir. Alors, bon, comment faire pour le préserver, ce marais? Parce que, bon, tout le monde n'a pas les mêmes idées de valorisation sur ce marais. Certains veulent en faire de la culture intensive, tout drainer, faire du maïs à tout va. Alors qu'en fait, à mon avis, il y a d'autres solutions. Bon, par exemple, la pêche pour en être une. L'élevage extensif en est une autre. Et je pense que tout le monde pourrait vivre dans ce marais et tout le monde pourrait s'entendre. Décidément, ces paysages qui semblaient appartenir à ceux qui les avaient façonnés, les paysans, ces paysages sont maintenant l'enjeu d'une multitude de contradictions. Rupture de solidarité. Tout le monde est en rivalité pour s'attribuer l'espace, ou décider de son utilisation, ou intervenir dans sa gestion. Il y a eu 1000 ans de bonne entente avec les agriculteurs. Quand on parle de l'historique du Marais, il ne faut pas oublier que les gens qui y vivent gèrent des contradictions. Tout le temps. Il n'y a aucun problème. Eh bien, il a bien fallu trouver des solutions à ces contradictions. On ne pouvait pas faire autrement. Bon, où ça a commencé à se détériorer, c'est lorsque les agriculteurs se sont mis à employer des produits, de nouveaux produits. Donc, ce n'est absolument pas lorsque les agriculteurs se sont mis à cultiver plus qu'avant. Vous avez au mois d'avril des problèmes. Les eaux, les moules sont vides. Elles ont craché la semence. Elles sont dans une situation exactement comme la femme qui vient d'accoucher. Donc elles ne sont pas solides. Si vous mettez là-dessus des quantités d'eau douce qui se ramènent du marais, elles crèvent. Nous sommes donc rentrés pratiquement en conflit avec les agriculteurs, poussés en quelque sorte par les écologistes, il faut bien le dire. Et puis lorsque nous avons reçu les agriculteurs, qui dans cette affaire, disons, qui ne se sont pas défilés, quoi, qui sont arrivés en disant ben, on va vous expliquer, on va vous montrer. Nous sommes donc allés visiter ce que c'était réellement le drainage. En fait, si les moines, au Moyen-Âge, lorsqu'ils ont desséché le marais, et c'était leur rôle, le marais, c'est une zone artificielle, et le marais se dessèche, il faut bien le dessécher pour le cultiver. S'ils avaient connu, ou tout au moins s'ils avaient eu les moyens d'employer ce système, eh bien ce ne serait pas des fossés avec des bosses, ou que la terre défoncée dans le milieu. Il y aurait évidemment partout du drainage, c'est certain. Donc en fait, le drainage actuellement tel qu'il est fait, pour les agriculteurs, le moyen d'entretenir un sol de bonne qualité, et le moyen également de faire de la culture correctement. En plus, eh bien, les eaux s'en vont beaucoup plus vite. Et là, c'est là qu'est le problème. Ça n'est pas le drainage en lui-même, c'est le fait que l'eau, grâce à ce système bien meilleur que l'ancien, l'eau va beaucoup plus vite à la mer. Ce qui fait que dans des périodes de printemps notamment, alors que nos moules ou les huîtres sont dans des périodes fragiles, dans des moments fragiles, eh bien, l'eau arrive tellement vite qu'elle dessale et qu'il y a des crevaisons. Alors nous avons dit aux agriculteurs, on ne peut pas vous interdire d'exploiter de façon moderne.
Nous aussi, on emploie des bateaux et des moyens qu'on n'avait pas il y a 20 ans et on ne pourrait pas revenir en arrière. Mais le drainage entraîne une poussée des eaux trop rapide vers la mer. Il faut que chaque drainage corresponde des bassins de décantation. Ben voilà. Voilà, avec les ostréiculteurs, on a réussi, il y a eu un protocole d'accord à chaque station de pompage d'avoir des décantations, des lagunes et d'aller faire passer l'eau le plus loin possible avant d'arriver à la mer. Alors je pense que tout ça, ça a été respecté en partie et maintenant de plus en plus. Je pense qu'avec eux, tout ça, c'est résolu. Mais avec les gens qui se disent de l'environnement, les écologistes, la LPO, enfin tous ces gens-là, je pense que là, c'est pas du tout la même chose. Ils sont... on n'arrive pas à avoir de compromis. Ils sont contre tout ce que l'on voudrait faire. Et d'ailleurs, souvent, les agriculteurs pensent que les écologistes sont contre les agriculteurs. Mais c'est pas vrai. Et ça, je voudrais insister, les écologistes ne sont pas contre les agriculteurs. Ils sont contre une certaine politique agricole et certaines techniques agricoles qui posent des problèmes à notre environnement. Et notre environnement, il est utile pour l'homme. Il n'est pas seulement utile pour les petits oiseaux et pour les fleurs et pour les arbres. Il est utile pour l'homme. Tout le monde dit qu'il ne faut pas détruire ce paysage. Mais ça a commencé déjà dans les années 50 avec la politique agricole. Déjà là, on a commencé à leur donner des directives à partir de recherches spécifiques dans une optique de produire plus, beaucoup et à bon marché. Ces paysans ont commencé à être dirigés. Et il a fallu qu'ils soient rentables puisque la politique voulait que tous ceux qui ne soient pas rentables disparaissent. Donc ils ont été condamnés à être rentables. Et en fait, si le paysage en prend un coup, c'est parce qu'on s'occupe, le paysage, enfin la manière dont on cultivait, qui a créé ce paysage, n'est plus utile. Donc on détruit le paysage, on détruit tout pour avoir des champs de céréales qui correspondent aux techniques agricoles soi-disant modernes, qu'on appelle l'agriculture intensive, dont le but est de produire, produire, produire. S'il n'y avait pas eu ces drainages, si on n'avait pas fait la rénovation du marais, déjà il y a une dizaine d'années, on commençait à sentir une forte déprise. C'est-à-dire que les gens abandonnaient les marais et on se trouverait aujourd'hui avec une surface certainement très importante de marais qui seraient complètement en friche et abandonnés. Nous étions, il y a 2 ans encore, 50 exploitations. L'année prochaine, avec les pré-retraites, les départs en pré-retraite, les retraites normales, et puis quelques-uns qui s'en sortent pas et qui préfèrent abandonner, on va rester à peine une trentaine. Si l'on considère que dans 2 ou 3 ans, il y en a encore un tiers qui lâche, on va rester quoi? 15, 20 exploitations sur un canton de 10 000 hectares. C'est tout le tissu rural qui est endommagé. Mais l'agriculture intensive a été utile. Elle a permis d'aller jusqu'au bout de certaines techniques. Mais comme on dit, le progrès, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Eh bien, on est allé trop loin en agriculture intensive. Eh bien, il faut revenir en arrière légèrement, tenir compte de notre expérience et faire une autre agriculture qui n'est pas l'agriculture de nos grands-parents, mais une agriculture polyvalente ou qui demanderait des surfaces, des fermes qui soient plus petites, où il faudrait plus de personnel. Évidemment, les produits seraient plus chers, mais ils seraient de meilleure qualité. Donc c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut continuer à tout bousiller ou est-ce qu'on va enfin prendre conscience qu'il faut faire autrement? Il y a aussi la survie de cette région sur le plan écologique. Même si on parle toujours d'économie, quand même l'individu, il vit dans un environnement où il y a un équilibre naturel qui lui permet de vivre. Et si on détruit ce naturel, mais on va se retrouver où? On va se retrouver dans un lieu où il n'y aura plus d'arbres, où il n'y aura plus d'oiseaux, où il n'y aura plus de rivières, où il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus d'eau potable, il n'y a plus rien du tout. Et le combat dans le Marais Poitevin de cette zone qui est en voie de disparition, vouloir la préserver, mais c'est le combat mais c'est le combat écologique, mais de l'ensemble du globe. Tout le globe est menacé de disparition si ces zones-là disparaissent sur l'ensemble du globe, et c'est ce qui se passe actuellement. L'Amazone est en train de disparaître, la Camargue a des problèmes, le Marais Poitevin a des problèmes. Toutes ces zones humides qui sont une richesse, eh bien, sont en train de disparaître. Alors il faut prendre conscience et arrêter les dégâts, il faut.
il faut qu'ils comprennent que ça ne sera pas le marais carte postale. Et l'autre jour, d'ailleurs, j'ai dit à un écolo avec qui je discutais en réunion, qui disait que dans le temps, c'était beaucoup mieux que maintenant. Je lui ai dit, achetez-vous dans, moi je fais une collection de cartes postales anciennes, achetez-vous dans des cartes postales des bourgs ruraux. Vous verrez dans quelle saleté naviguent les gens dans les bourgs ruraux, à travers les bousses de vache, dans les rues, avec des gens plus ou moins bien habillés, plus ou moins propres. C'était une vie épouvantable. Qu'on n'aille pas raconter aussi que dans le temps, c'était beaucoup mieux que maintenant. C'est totalement faux. Totalement. Dans les maisons des bourgs ruraux, tout le monde le sait, ici dans les vieilles qu'on retrouve, bâtis un peu enfoncés dans le sol, et avec des tuiles derrière la digue, afin que le vent passe par-dessus, et qu'on puisse chauffer correctement, mais quand on rentrait là-dedans, eh bien ça sentait la pisse. Ça sentait la pisse, ça sentait tout ce qu'on voulait, ça sentait les linges du bébé qui se séchait au-dessus de la cheminée. C'est une vie épouvantable. Alors on veut bien qu'on nous donne des leçons. Si les agriculteurs se sont débarrassés du formica, des vieux meubles, à un certain moment, ils ont acheté le formica, c'est qu'ils ont ressenti ça comme une libération. Ils se sont dit, ça y est, on sort d'une époque où on a toujours crevé de faim, où ça allait mal, on se libère. Plus tard, ils ont compris qu'il aurait peut-être mieux valu garder les vieux meubles. Mais sur le moment, c'était une attitude tout à fait normale, tout à fait positive. Oui, les consommateurs du paysage, ce qu'ils veulent, c'est tout conserver en l'état, ils disent. Mais je ne sais pas si ces gens-là savent bien ce qu'ils veulent. Moi, j'ai toujours appris qu'il fallait toujours produire plus pour produire à bon marché, pour donner à manger aux gens à bon marché. Bon, jusque-là, et c'est ce que l'on a fait, je crois que les agriculteurs ont su le faire, enfin, dans le monde agricole a su le faire. Les prix n'ont pas suivi ce qu'ils auraient dû suivre. On a augmenté nos rendements pour pouvoir compenser les prix. Et oui, mais les agriculteurs, ils sont condamnés. On peut pas. C'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui font les prix. C'est pas eux qui font la technique agricole. C'est pas eux qui font la vulgarisation. C'est pas qu'ils sont cons, mais ils sont coincés. Ils sont piégés quelque part. Alors il faut leur donner les moyens. Alors si on donne de l'aide à ceux qui font de l'intensif, eh bien qu'on leur donne de l'aide aussi à ceux qui font de l'élevage. Ils vivront aussi bien que ceux qui font de l'intensif. Mais c'est pas eux de leur demander de trouver des solutions, puisqu'ils sont coincés dans une politique et dans une technique. Eux, ils se démènent pour survivre, en fin de compte. Et survivre avec leurs prairies, ils peuvent pas parce qu'elles ne sont pas rentables, leurs prairies. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils la retournent pour mettre du maïs. Et quand leur maïs est inondé, eh bien il n'a rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bien après, il laisse la prairie en friche. Maintenant, le problème est peut-être différent, mais nous, on a investi et on est engagé pour plusieurs années. Donc, on ne peut pas faire un virage brutal. On ne peut pas retourner en arrière. On est bien obligé. Il nous faudrait une phase d'adaptation. Donc, on est conscient qu'il faut peut-être pas continuer dans ce sens-là, ou mettre des bémols, mais on peut pas comme ça prendre un virage. Oui, exactement. Tous les agriculteurs de cette région et même de la France entière, la plupart sont pleins désarroi. Du jour au lendemain, cette PAC nous est tombée sur la tête et personne n'y était préparé. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un certain aveuglement ou est-ce que certains agriculteurs n'ont pas cru que cette réforme ne serait jamais appliquée? Est-ce que la source des blocages qu'on observe actuellement, c'est pas justement par cet aveuglement qui a été, je crois, peut-être dans certains cas entretenu et que certaines personnes n'ont pas voulu cette évolution et que à l'inéluctable, parce que quelque part, on ne peut pas continuer à payer des activités si vraiment elles ne sont plus rentables et si en plus elles détruisent, je dirais, un paysage ou un patrimoine. Personne ne peut dire qu'il n'était pas informé, mais personne croyait que du jour au lendemain, on allait nous dire « ça y est, la PAC est arrivée, maintenant il faut faire avec ». Ça, personne ne croyait. On pensait que ça allait mettre du temps, qu'au bout de 4-5 ans, on aurait eu beaucoup mieux eu le temps de s'adapter. Mais là, non, là c'est insupportable. De toute
façon, psychologiquement, c'est sûr qu'on ne peut pas supporter de vivre que de subventions. Et quand on sait que où ils veulent en venir, c'est on va toucher plus de subventions que de produits de notre exploitation, c'est pas possible. Quand ça dépasse 50% du revenu, même si économiquement ça passe, psychologiquement, je vois pas comment... C'est pas possible, on ne peut pas... On va devenir les fonctionnaires si c'est ça, on n'a plus lieu d'être là. Hein. Bah oui, une aide directe de l'État à l'hectare, c'est tout simple. Hein, ça veut dire qu'on est dépendant, c'est du chômage à 50%. En tout cas, toujours est-il que nous, si les mesures d'accompagnement ne sont pas revalorisées par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, on ne passera pas dès l'année 93, on sera déficitaire par rapport aux investissements qu'on a fait. Moi, c'est une exploitation jeune, donc je devais en tirer les bénéfices dans les années à venir, et puis là, apparemment, ça va être plutôt le contraire, donc voilà. Bah d'abord, est-ce que j'ai fait l'erreur tout seul? Est-ce que j'ai fait une erreur à mon niveau? Non, c'est certainement pas le cas. Donc l'avenir, je sais pas. Il était condamné à faire ça pour réussir et en plus il réussit pas. Enfin, ce qu'on lui a dit, qu'il fallait qu'il fasse ça pour réussir et il réussit pas. Alors c'est une victime, c'est tout. Lui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a proposé là-dedans? Il a seulement dit oui. Et encore, est-ce qu'il pouvait dire non? Il a dit oui à l'investissement, il a dit oui à l'agriculture intensive, il a dit oui à la monoculture, il a dit oui à tous les produits qu'il faut mettre, et puis il n'y arrive pas quand même. Mais il ne pouvait pas dire non. Mais au contraire, la PAC, pour nous, je pense que c'est une bonne chose. Bon, forcément, il y a des gens qui la critiquent parce qu'ils auront moins d'aide qu'ils avaient auparavant, mais elles seront beaucoup plus visuelles. Tout le monde saura ce qu'on va toucher comme aide. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir avec ces aides ce qu'on va faire. Avec ces aides, il ne faudrait pas faire n'importe quoi, il ne faudrait pas continuer à détruire. Et dernièrement, justement, dans la politique agricole commune, les aides qu'ils préconisent pour ces prairies-là, elles sont insignifiantes. Mais il y a un décret que Bruxelles a sorti de la CE du 30 juin, là. Alors celui-là, il est réellement intéressant. Hein, celui-là, c'est celui-là qui risque de sauver le marais. Hein. On en est convaincu, parce que j'en ai parlé avec plusieurs de mes collègues, là. Hein. Cet arrêté du 30 juin 92, ça doit être le 2078, parce qu'on le suit à peu près, hein, il va nous permettre de bénéficier des aides pour maintenir ces zones-là que l'on voit là, hein, en herbe, avec une protection de l'environnement, respect du paysage, hein, et ces aides sont réellement importantes. Elles ne sont pas tout à fait équivalentes à celles du céréalier, mais presque. Et si on pouvait les obtenir, là, il y aurait un choix qui pourrait se faire à l'agriculteur, il pourrait se poser la question, est-ce que je vais continuer à faire des céréales ou est-ce que je vais maintenir mes prairies? Là, c'est une chose qu'il faudrait mettre en place et rapidement. À l'évidence, pour la population, pour les touristes, les paysages proposés par les éleveurs seront sauvegardés. Leur revendication va dans le sens de l'histoire et de l'économie. À l'évidence, les céréaliers, eux, sont en plein désarroi. D'une part, l'économie européenne leur demande de produire moins. D'autre part, qui les défendra puisque le paysage qu'ils imposent manque de charme? Mais si le raisonnement économique pur décourage les cultivateurs et les pousse à abandonner, comment accepterons-nous les friches qu'ils laisseront? Enfin, est-ce que la collectivité est prête à payer pour conserver paysans et paysages si la triomphale recherche de productivité des années passées ne devient plus que le souvenir d'un autre temps? Le défrichement commence par des opérations de déboisement. L'ancien marais se trouve encombré, en certaines de ses parties, d'une végétation parasitaire d'une incroyable densité. Ce sont des arbres de médiocre qualité. Un exemple nous est donné par le plan Marshall après la guerre, au moment de la reconstruction, où il y a eu comme ça des grands projets, et notamment de faire de certaines zones humides, et en particulier des marais de l'Ouest, un espèce de grenier à blé. Ce sont des engins puissants, capables de haler dans cette terre tourbeuse, grasse et lourde, les divers appareils de culture dont l'emploi est nécessaire. Mais sur ce sol encore très meuble, où la nappe d'eau n'est parfois qu'à quelques centimètres de la surface, les tracteurs ne doivent pas peser au centimètre carré beaucoup plus qu'un homme. Il y a eu
d'énormes investissements qui ont été faits pour aménager ce marais, y créer une ferme expérimentale. Dès la première année, les céréales essayées ont mûri avec un plein succès. Dans l'ancien marais, des champs d'avoine ont été moissonnés. On se croirait en pleine Beauce. Ailleurs, les maïs dressent leurs tiges alourdies de grappes au grain d'un beau jaune d'or prometteur. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'il en reste, la ferme est en ruine et le marais est en friche. Et donc, ces investissements n'ont servi à rien. L'agriculture française a conquis un nouveau et magnifique domaine. Ça veut dire que peut-être que vouloir chercher à tout prix, avec des gros investissements, à produire toujours plus dans les zones humides n'est peut-être pas la bonne stratégie. Oui, c'est-à-dire que l'aspect productiviste de l'agriculture, en conquiliculture, nous a toujours fait peur. Et les résultats qu'on nous donnait nous montraient bien qu'il fallait quand même faire quelque chose de différent. Et lorsqu'on nous a dit, on nous a composé comme exemple l'enseignement agricole, nous avons été réticents en disant non, il faut aller vers un autre enseignement. Et moi j'avais dit, au cours d'une réunion où j'étais très mal vu d'ailleurs, je suis parti très mal vu, bon, j'avais dit écoutez, mettons les choses au point. Il y a en 1945 et en 1950, il y avait 5 millions d'agriculteurs. Ils n'étaient pas formés du tout. Et en général, gagnaient tous bien leur vie. Vous avez si bien formés, vous leur avez fait tant de choses, qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 800 000, dans la moitié sont super endettés. Alors si c'est ça que vous nous offrez, on n'en veut pas. Bon, ici, c'est la maison de mon grand-père maternel. Hein. Ma mère est née ici. Alors mon grand-père, c'est toute une histoire, mais une histoire qui est vachement intéressante. Hein. Il était, à l'âge de 9 ans, il est parti domestique agricole dans une ferme sur la plaine. Ouais. Il s'est marié avec une voisine qui habitait sur cette levée, parce que lui était originaire de l'autre levée, de l'autre côté. Bon, ils ont acheté cette hutte, parce qu'on appelait ça des huttes autrefois. Alors il s'est marié, il a eu des enfants, il en a eu 10, là. 10 enfants, hein. 3 filles et 7 garçons, quoi. Bon, il vivait d'élevage, hein. Bon, il avait des troupeaux laitiers, hein, et il a vécu ici jusqu'à l'âge de 60 ans, quoi. Et ses enfants, ils ont tous casé, hein. Ils ont fait des agriculteurs, et ce qui était intéressant, c'était quand ils se mariaient, le grand-père gardait la meilleure de ses génisses, qu'il donnait à son fils ou à sa fille qui se mariait, quoi. Et un bois de lit, on appelait ça. C'était la chambre à coucher autrefois, c'était les lits de coin, quoi, avec une armoire, une table et 2 chaises. Hein. Ça faisait déjà le foyer, quoi, plus la génisse. Bon, ben, les enfants partaient s'installer dans d'autres fermes, comme ça faisait une petite soute, quoi, une dot, quoi, ni plus ni moins, quoi. Alors le grand-père, il a vécu jusqu'ici, jusqu'à l'âge de 60 ans, quoi. Quand elle arrivait à 60 ans, alors d'abord, il faut le dire aussi, là, il avait ses 10 enfants, sans allocation. Hein. Il a réussi à leur fournir cette petite dot quand ils se mariaient, mais ils sont tous mariés. Hein. Il a réussi aussi à acheter 20 hectares de terre, sans emprunt, parce que ça n'existait pas à l'époque. Hein. Il a fait vivre tout ce monde-là. Et quand il est arrivé à 60 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ben, il avait travaillé, mais il était bien conservé encore, parce qu'il a encore vécu encore 24 ans après, quoi. Il a acheté une maison à Maizet, au bord de l'eau encore, parce que c'était sa passion, quoi. Et ils ont vécu 24 ans, hein, lui, tranquille, comme rentier, sans rente, parce que les retraites n'existaient pas. Mais ma grand-mère n'était pas trop valide, elle. Alors, quand mon grand-père est décédé, et s'est payé une personne encore, là, pour s'occuper d'elle, c'est-à-dire faire sa nourriture, son ménage, ses soins, quoi, tout ça, hein, avec l'argent qu'ils avaient amassé. Et à leur décès encore, ils avaient de l'argent disponible qu'ils ont distribué à tous ces enfants encore là. Mais aujourd'hui, malgré le progrès, malgré la sécurité sociale, malgré les retraites, mais moi je suis à peu près certain qu'il n'y en a aucun de nous qui sont capables de le faire. S'acheter 2 maisons, passer 20 ans sans revenu extérieur, quoi, sans retraite ni rien, on n'est pas capable de le faire. Alors le progrès, moi je dis que c'est du progrès à l'envers qu'on fait. Il ne s'agit pas de revenir à une situation antérieure, hein, et de dire bon, ben, on va refaire le Marais Poitevin comme il était il y a 50 ans. Hein, c'est pas ça le problème. Par contre, sur ces espaces fragiles, sur ces zones humides fragiles, quelles sont les activités agricoles que l'on souhaite développer pour maintenir ce patrimoine, à la fois donc des biotopes, des espèces, mais également un paysage, et j'insisterai là-dessus, des usages. Cette richesse biologique et ces paysages caractéristiques du Marais Poitevin sont vraiment le fond de commerce du tourisme.
il est contradictoire de voir la collectivité souvent s'exprimer en disant il faut développer le tourisme alors que parallèlement, finalement, elle détruit le fonds de commerce. Et donc une des grandes idées qu'on a aujourd'hui, c'est dans la reconquête justement de cette richesse, c'est de dire c'est aussi la reconquête du fonds de commerce pour le tourisme. Bon, ici dans le Marais, quand on jette un caillou dans l'eau, ça forme un trou à la surface, très peu de temps après les lentilles se referment, et c'est justement ce qu'on ne voudrait pas. Ce qu'on voudrait, on vous a posé des vraies questions, tout le monde vous les a posées, hein, et on attend des réponses, mais des réponses concrètes justement pour essayer de sauver ce marais. L'abbaye de Maillezais est là depuis 8 siècles. De là sont partis les premiers grands travaux d'aménagement du Marais. Et les sculpteurs du Moyen-Âge nous ont laissé leur message, dans la pierre. Ils ont représenté les manants de l'époque, les uns grimpés sur les épaules des autres, unis pour tenir en équilibre le chapiteau du grand portail. L'enjeu est celui de notre culture, de nos racines. Est-ce que la collectivité sera solidaire de ses paysans ou est-ce qu'elle va les renier? Est-ce que les croquants seront croqués? Est-ce la fin des paysans?